Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez par l'antenne de KTO, ici dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Vous allez assister, dans la pure tradition universitaire moyenâgeuse, à une question disputée entre deux universitaires sur un thème essentiel. Et quoi de plus essentiel que de nous interroger sur notre humanité? Eh bien, nous allons le faire ensemble sur un thème qui, au fond, pourrait être celui d'une épreuve de baccalauréat de philosophie. L'homme est-il un animal comme les autres? Alors, j'ai la joie de partager l'animation de cette rencontre avec le père Antoine Guggenheim. Bonsoir. Alors Antoine Guggenheim, je rappelle que vous êtes le conseiller théologique et responsable du pôle recherche du Collège des Bernardins et l'auteur Les preuves de l'existence de Dieu aux éditions Parole et Silence, qu'il faut absolument lire. Alors, avec nous pour cette question disputée, le docteur Jean-Claude Amezen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin, chercheur, professeur d'immunologie, président du comité d'éthique de l'INSERM et membre du comité consultatif national d'éthique dont vous sortez d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui même il y avait un grand débat, vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Alors, vous êtes un spécialiste de la question de la mort cellulaire. C'est pas tout à fait ordinaire comme discipline, ça s'appelle l'apoptose, n'est-ce pas? L'apoptose. L'apoptose. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui va évidemment nous intéresser particulièrement ce soir, un livre paru en janvier 2009, Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde. C'est un livre qui a une actualité fantastique. D'ailleurs, notre débat a une actualité fantastique, puisque un 24 novembre 1859 paraissait L'origine des espèces de Darwin, évidemment. À vos côtés, le père Thierry Magnin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, chercheur en physique des matériaux, lauréat de l'Académie des sciences, docteur en théologie sur un thème éminemment important, science au pluriel et foi chrétienne. C'est cela. Vous avez été ordonné prêtre en 1985. Vous êtes depuis devenu vicaire général de votre diocèse, où vous enseignez également à l'école des mines de Saint-Étienne. Et pour que vous ne soyez pas en reste, parmi vos nombreux ouvrages, vous nous avez amené Rencontre d'infini, prière d'un prêtre scientifique. C'est comme ça qu'on peut vous définir? Oui, tout à fait. Un prêtre scientifique. Alors, que penser de ce thème? Comment l'introduire? Moi, j'ai relevé qu'il faisait partie des trois humiliations dont parle Sigmund Freud à propos de l'homme au cours de son histoire moderne. Je vous les rappelle. Depuis Copernic, il n'est plus le centre du cosmos. Avec Darwin, il n'est que le fruit d'une simple évolution au même titre que l'animal. Et puis avec Freud, il perd sa maîtrise intérieure sous le jeu de ses pulsions. Bon, voilà pour le tableau. Alors, Jean-Claude Amezen, peut-on scientifiquement et de façon universelle affirmer aujourd'hui, en 2009, que l'homme est un animal comme les autres? Et est-ce que cette question, formulée de cette manière-là, n'est quand même pas un peu provocante et provocatrice? Merci d'abord de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Je suis pas sûr que ça soit... C'est une question qui peut être considérée comme une question scientifique, mais je suis pas sûr que ça soit pleinement et purement une question scientifique. On peut la décomposer en deux question, on pourra la décomposer en d'autres sous-questions, qui est l'homme est-il un animal? Et puis la deuxième question devient est-ce que cet animal est comme les autres? La question présuppose déjà d'ailleurs que la réponse à la première partie est oui, puisque si la réponse à la première partie est non, il n'y a pas de deuxième partie. Si on le disait, si on veut le placer dans le contexte de la révolution darwinienne, avant la révolution darwinienne, la question serait, est-ce qu'il y a des caractéristiques semblables entre un certain nombre d'éléments qui composent un être humain et des éléments qui composent des animaux? Et la question à ce moment devient jusqu'à quel point sont-ils comparables? Après, et ça a été d'ailleurs le sujet de toute une série de réflexions avant Darwin. Et après Darwin, la question se pose de manière tout à fait différente, puisque la question n'est plus une question de ressemblance, la question est une question de parenté. La question devient une question de généalogie. Et on pourrait la formuler d'une autre manière. L'homme est-il un vivant comme les autres? Et si je voulais être un peu provocateur, je dirais dans le cadre de la théorie darwinienne, est-ce que l'homme est un arbre comme les autres? Puisque en fait, ce que la théorie darwinienne va nous révéler, c'est que nous sommes les parents, les cousins plus ou moins éloignés d'un certain nombre d'autres espèces vivantes. Certaines espèces animales sont plus proches
de l'espèce humaine, d'autres espèces animales sont plus éloignées, les espèces végétales sont encore plus éloignées mais toujours inscrites dans cette parenté, et puis les organismes unicellulaires, les levures et les bactéries sont aussi apparentés. Et donc le bouleversement darwinien, c'est que la diversité du vivant qui nous entoure, telle qu'elle pouvait être appréciée à cette époque ou qu'elle est appréciée aujourd'hui, les questions ne se posent plus, encore une fois, en termes de ressemblance ou de différence. Elles se posent en termes d'ancêtres communs, de généalogie commune. Et c'est quelque chose de très différent. Et donc, ce que va révéler, ce que va proposer la théorie darwinienne, c'est, si je peux juste faire une petite incise, cette idée de parenté, de généalogie commune, est une idée très ancienne. C'est pas Darwin qui l'invente. Lucrèce la développe magnifiquement dans De Natura Rerum. Les présocratiques la proposent. Un certain nombre de penseurs de l'Inde antique et de la Chine le proposent. Donc l'idée que tout est émergence, et donc qu'il y a forcément une parenté, puisque chaque entité vivante ou matérielle émerge à partir d'une entité qui lui préexiste, elle est extrêmement ancienne. Elle a un problème, cette vision du monde, c'est qu'elle fait intervenir, le hasard est un mot, disons, la contingence. Elle dit qu'au fond, tout est sujet de métamorphose, de bouleversement, et c'est ça qui explique la diversité du monde. Mais elle n'arrive pas à expliquer quelque chose qui frappe tout le monde depuis l'origine de l'humanité, et qui est l'apparente extraordinaire adaptation de chaque être vivant à son environnement. Et si au fond, si tout émerge et se métamorphose et se transforme sous l'effet du hasard, comment se fait-il que les êtres vivants soient si adaptés à leur environnement et que, d'une manière plus générale, les organes soient si adaptés les uns aux autres lorsqu'ils construisent un individu. Et ce que l'idée de création, d'apparition simultanée de l'ensemble des êtres vivants va permettre d'expliquer, c'est l'adaptation. Si chaque être vivant, si chaque animal, si chaque plante est adapté à son environnement et adapté à elle-même ou à lui-même, eh bien c'est parce que cela procède d'une intention ou d'une finalité. Ça sera la cause finale chez Aristote, ou ça sera l'intention ou le projet dans les visions religieuses qui proposent la création. Et donc il y a une réponse magnifique à l'adaptation. Et donc cette idée de parenté va être abandonnée parce que son pouvoir explicatif est extrêmement faible. Et la révolution darwinienne, ça sera en fait de faire appel, comme Newton l'avait fait pour expliquer les mouvements des planètes et les mouvements des objets sur notre planète, à des lois naturelles, à des forces qui opèrent dans le monde, pour expliquer comment, du hasard, de la contingence, de la variation, apparaît et se construit rétrospectivement ce qui nous apparaît a priori comme ne pouvant résulter que d'un projet ou d'une finalité, et qui est l'adaptation. Et donc c'est ça la contribution de Darwin à notre vision du vivant, c'est cette idée qu'on peut avoir un processus aveugle, comme la théorie de la gravitation, qui donne un résultat rétrospectivement apparemment harmonieux. Et cette adaptation. Et donc la révolution darwinienne, c'est de dire que, encore une fois, nous sommes des êtres vivants comme les autres, mais plus ou moins proches des autres, et que nous ressemblons plus aux parents proches qu'aux parents éloignés. Est-ce que ça veut dire que la question simple du propre de l'homme n'est plus d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'elle est résolue ou est-ce qu'elle est encore au cœur du débat? Alors, si vous reprenez, on pourrait poser la question autrement. Dans le cadre de la vision darwinienne, dans le cadre de la théorie de la vision de la biologie d'aujourd'hui, de cette parenté commune, est-ce qu'il existe un animal qui soit un animal comme les autres? Qu'est-ce que nous mettons dans comme les autres? Est-ce que nous voulons dire semblable aux autres? Est-ce qu'un papillon est un animal comme un lion? Est-ce qu'une fleur est un être vivant comme une baleine? Et donc, où est-ce que nous pensons que les différences sont, dans cette diversité extraordinaire, sont suffisamment importantes pour séparer ce qui, par définition, est séparé, que nous appelons des espèces? Et donc, au fond, est-ce qu'il y a une espèce, des espèces qui ne sont pas comme les autres? Et là, ça devient plus compliqué, parce que si on cherche des critères qu'on peut décrire de l'extérieur, suivant les critères qu'on va choisir, on peut décider qu'un certain nombre d'espèces, ou qu'une espèce, est radicalement différente des autres, pour telle ou telle raison. Si maintenant, et c'était la question que vous posiez, on y introduit non seulement une description de l'extérieur, mais une expérience de subjectivité,
et une expérience d'intersubjectivité, alors oui, comme être humain, participant à une communauté, une collectivité humaine, et étant capable d'échanger, d'empathie, de langage et de dialogue, eh bien, nous nous posons comme une espèce radicalement différente des autres, non pas par le résultat d'une étude objective vue de l'extérieur, mais comme une espèce de combinaison entre les propriétés que nous pouvons observer de l'extérieur et cette façon que nous avons de vivre le monde qui nous est particulière. Donc je crois que si on pose la question en termes subjectifs, c'est-à-dire nous sentons-nous une espèce animale comme les autres, la réponse est non, pour toute une série de raisons. Serions-nous, pour un observateur extérieur venu d'une autre planète, des animaux comme les autres? C'est une toute autre question. Et je dirais que ça dépendrait de ce qui retiendrait l'attention de cet observateur comme étant radicalement différent. Et je dirais que ce qu'un observateur pourrait dire, je crois, de patent et qui nous distinguerait, mais il y a d'autres caractéristiques qui distingueraient peut-être d'autres espèces, c'est notre capacité, parce que ça se voit de l'extérieur, à produire des outils d'une très grande diversité et d'une très grande perpétuelle nouveauté. Et ça, c'est en effet une caractéristique, si on regarde de l'extérieur les collectivités humaines, qui caractérise l'histoire humaine et qui ne caractérise pas l'histoire des autres espèces que nous connaissons. En tout cas, vous parlez de différence de degré et non de nature entre l'homme et l'animal, vous, Jean-Claude Amezen. Alors, comment est-ce que je peux dire, la révolution, encore une fois, darwinienne, hein, dont je rappelle que la physique a mis 80 ans pour s'engager dans la même voie. Entre Georges Lemaître, prêtre, qui découvre la théorie de l'évolution de l'univers et de l'expansion de l'univers et de ce qu'on a appelé par dérision initialement le Big Bang, et la publication de l'origine des espèces, il s'écoule 80 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la révolution darwinienne dit, au fond, la diversité extraordinaire du vivant provient d'une généalogie commune à partir d'un ou de quelques ancêtres communs, mais ça se passe dans un univers où les astrophysiciens et les physiciens pensent que les composantes essentielles de cet univers n'ont pas bougé depuis le début. Et donc il y a une espèce de dissociation. Le vivant évolue, le vivant est généalogie commune, mais l'univers ne l'est pas. Et puis, d'un seul coup, à partir des années 30, l'univers, lui aussi, se mettra à bouger. Et là, il y a quelque chose d'autre qui va devenir très intéressant, c'est que nous devenons là aussi des parents, mais beaucoup plus éloignés des planètes, des étoiles et des autres réalisations de l'univers, parce que c'est l'évolution de cet univers qui a donné naissance aux êtres vivants, qui ont donné naissance aux espèces. Et donc je crois que cette grande révolution dont vous disiez, dont Freud a dit qu'elle avait au fond été une blessure narcissique, disait-il, pour l'être humain, elle peut être vue sous cet angle, ou elle peut être vue comme quelque chose qui va rapprocher de manière tout à fait nouvelle les êtres humains de l'univers qu'ils habitent. C'est-à-dire que la relation avec les autres êtres vivants et la relation avec l'univers qui nous entoure ne sera plus une relation c'est un jardin dans lequel nous sommes, ça sera une relation de parenté. Et donc, paradoxalement, ce que ça a amené, c'est que ça nous a rapprochés, ça nous a peut-être décentrés de notre rôle central, mais ça a rendu l'univers, d'un seul coup, beaucoup plus proche de nous que nous ne pouvions le réaliser. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine familiarité d'habiter un univers avec lequel nous avons une parenté. Et donc le propre de l'homme, l'évolution dit que dans la continuité, depuis 15 milliards d'années, le Big Bang c'est 14 milliards d'années, l'origine de la vie sur Terre, on pense que c'est 3,5 ou 4 milliards d'années, dans cette généalogie continue qui ne cesse de produire de la diversité et de la nouveauté, eh bien, qu'est-ce qui est propre à chacune de ces étapes d'émergence de la nouveauté, et qu'est-ce qui n'est pas propre? L'idée de généalogie commune et de parenté suggère qu'il n'y a rien de radicalement différent, puisque le nouveau se construit par réassociation d'éléments préexistants. Et donc, en fait, d'une certaine façon, tout peut être nouveau, mais rien n'est radicalement différent. C'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Et simplement le réassociant. Et d'un autre côté, le simple fait de décrire les espèces ou décrire les galaxies consiste en fait à les séparer et à les considérer comme étant distinctes. Et donc on est dans cette nouvelle vision du monde en permanence entre c'est la même chose sous une autre forme puisque c'est né d'eux, et d'un autre côté c'est différent puisque ce n'est pas la répétition, c'est l'émergence de ce qu'on considère comme nouveau. Et dans ce contexte-là, la question qui peut se poser, chaque espèce animale, quelle est la part qui lui est propre, et puis
lorsqu'il s'agit de nous, la question c'est est-ce qu'il y a des choses qui nous sont propres et qui ne sont partagées par aucun de nos cousins, puisque les ancêtres, on les connaît plus, mais par aucun de nos parents. Et pendant très longtemps, l'idée a été, mais parce que là se croisent encore des visions historiques différentes de l'homme, il y a toute une série de caractéristiques, celles qui nous paraissent les plus précieuses, les plus propres à l'homme, qui nous rend le plus unique, qui sont présentes chez l'être humain et qui sont absentes des autres animaux. Et ça, c'est une question que Darwin s'est posée de manière extrêmement importante, parce que pour lui, ce qui était très important, c'était si sa théorie était vraie, c'est-à-dire si on pouvait passer par toute une série d'étapes d'animaux à l'être humain, c'est qu'à la fois, il fallait pouvoir penser l'émergence de cette différence, mais qu'il fallait la penser à partir de propriétés préexistantes. Et donc, dans un livre qu'il va écrire 12 ans après L'origine des espèces, qui est la généalogie de l'homme, il va essayer de s'interroger sur toutes les caractéristiques qui nous paraissent être le propre de l'homme, celles que nous ne partageons pas. Les caractéristiques physiques, oui, elles ressemblent à celles de nos cousins, mais mentalement, affectivement, intellectuellement, elles ne ressemblent pas. Et il y a des chapitres très émouvants dans lesquels il dit cette caractéristique, la sympathie, l'empathie pour le faible, le sentiment de beauté, etc. Je ne décline pas. Ça, oui, à l'évidence, c'est le propre de l'homme. Et puis, il va examiner un certain nombre de comportements animaux. Et à la fin du chapitre, il va conclure, non, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Et donc, une grande partie de son travail qui a été longtemps oublié, que les éthologues modernes comme France Deval et d'autres ont redécouvert et retravaillé depuis une vingtaine d'années, c'est cette idée que même l'utilisation d'outils, Darwin le dit, existe chez les animaux, existe chez les chimpanzés ou d'autres animaux. Et donc que tout ce que nous considérons comme unique à nous existe sous une forme plus simple, sous une forme un peu distante, et que c'est au fond l'émergence de quelque chose de très particulier qui nous caractérise à partir d'ancêtres. Alors pourquoi ce débat? Parce que peut-être juste, il est intéressant de le rappeler quand on oppose aujourd'hui vision créationniste ou dessin intelligent à théorie de l'évolution, on a l'impression que c'est un débat entre des scientifiques éclairés et puis des gens qui n'ont rien compris et qui ont une lecture littérale d'un certain nombre de textes sacrés. C'est vrai que c'est souvent actuellement dans le monde en ces termes que ça se pose. Est-ce que c'est un récit littéral d'un texte sacré qui explique le monde d'un point de vue scientifique, ou est-ce que c'est la démarche scientifique qui nous... Mais ce qui est très important, c'est, en quelques mots, la théorie de l'évolution, ce dont je viens de parler, a été découverte par deux personnes dans l'Angleterre du milieu du XIXe siècle. Elle a été découverte par Darwin, qui était tellement à la fois choqué et qui avait peur d'être considéré à la fois comme un farfelu et comme un dangereux individu, alors qu'il devenait très rapidement un scientifique de plus en plus célèbre et respecté, qu'il a caché sa découverte pendant 20 ans. Il parle de confesser un meurtre. Voilà, il publiait des articles, il publiait des livres, il était élu à l'Académie royale des sciences. Il ne disait rien sur la théorie qu'il avait élaborée à l'âge de 27-28 ans. Il l'a caché pendant 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il l'a publié? Personne ne sait s'il ne l'aurait pas caché, si ça n'aurait pas été publié ou pas publié à titre posthume. Il le publie parce qu'un jour, il reçoit un manuscrit d'un jeune explorateur, qui a à peu près le même âge qu'il avait quand il a fait sa découverte, qui lui envoie un manuscrit en lui disant « Si vous le trouvez intéressant, est-ce que vous pouvez m'aider à le publier ?» Et c'est la même théorie que celle de Darwin. Darwin va être effondré. Du coup, il se presse. Il est effondré, il dit « Toute mon originalité a disparu, c'est exactement ma théorie, j'ai jamais vu de coïncidence aussi saisissante. » Et donc, ça veut dire qu'à 20 ans d'intervalle, deux personnes ayant à peu près le même parcours, mais avec beaucoup de différences, vont penser ce qui va être considéré comme rétrospectivement impensable. Et donc, d'une certaine façon, puisqu'on parle de généalogie, il y a dans la culture de l'Angleterre du milieu du XIXe siècle ce qui permet de penser ce type de théorie. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ils vont être très amis, ils vont être d'accord. C'est Wallace. C'est Alfred Russel Wallace. Et ils vont être évidemment tout à fait d'accord, puisqu'ils ont co-découvert Darwin 20 ans avant, mais Wallace de manière totalement indépendante 20 ans plus tard, la théorie de l'évolution. Et puis Wallace, 10 ans plus tard, dit « Attention, l'homme n'est pas un animal comme les autres. La théorie de l'évolution permet d'expliquer l'ensemble, l'émergence de l'ensemble de la diversité du vivant, des plantes, des animaux sur la Terre, mais elle ne peut pas scientifiquement expliquer
l'émergence de l'homme à partir de primates non humains. Et donc le co-découvreur de la théorie de l'évolution va dire, de cette manière intéressante, parce que c'est sur des arguments scientifiques, qui sont évidemment pas très solides, mais qu'il présentait, qu'il croyait être des arguments scientifiques, et pas du tout sur des arguments a priori non scientifiques, il va essayer de poser l'impossibilité d'une émergence de l'être humain à partir de l'animal. Et donc il va proposer qu'une intelligence supérieure a utilisé une forme de sélection artificielle, celle des éleveurs et des jardiniers, et a complété le travail aveugle des lois de la nature qui ont fait émerger toutes les espèces avant l'homme. Ça va être une source de conflit extrêmement important parce que Darwin va être choqué cette fois une deuxième fois pour une toute autre raison, non pas parce que Darwin pense comme lui, mais parce que Wallace pense comme lui, mais parce que Wallace pense le contraire de lui. Et donc Darwin va accorder une très grande importance au fait de montrer que le passage d'animaux non humains à des êtres humains est pensable et possible. Et de montrer que, contrairement à Wallace, il n'est pas nécessaire de penser qu'il faut obligatoirement faire appel à quelque chose qui n'est pas de l'ordre des lois de la nature pour rendre compte de l'émergence. Et donc tout son livre, la généalogie de l'homme, va être justement cette exploration qui visera à montrer que le propre de l'homme peut émerger de l'animal parce qu'il n'est pas exclusivement le propre de l'homme, même si la forme qu'il prend est infiniment plus complexe que celle qu'il prend chez l'animal. Thierry Magnin, dans le livre de Jean-Claude Amezen, il y a une partie centrale qui s'appelle La Nuit, et qui décrit un peu toutes les dérives issues de la pensée de Darwin sur l'évolution. Alors j'imagine que ces pages-là vous font frémir au moins autant que nous tous. Et si j'évoque cet aspect des dérives de la pensée de Darwin, c'est pour vous demander un peu qu'en est-il aujourd'hui de la vision chrétienne de cette pensée? Est-ce qu'elle est communément admise? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle n'est plus à l'origine de mots pour l'homme, mais qu'au contraire elle fait progresser l'homme? Je crois qu'il y a un signe très intéressant qui a été donné par le pape Jean-Paul II en 1996, donc c'est pas si vieux que cela, reconnaissant l'intérêt, la validité de la théorie de l'évolution, et puis en disant bien que ces théories continuent d'être discutées, bien entendu, et surtout dans leurs interprétations. Mais qu'on puisse se situer aujourd'hui une vision chrétienne du monde et de la place de l'homme dans l'univers, à partir notamment, mais pas uniquement bien sûr, de ces évolutions, y compris du monde matériel. Moi je suis physicien, bien placé pour voir qu'en effet, comme cela vient d'être dit, le monde évolue, y compris la matière inerte. Et le passage matière inerte, matière vivante est un passage qui continue d'ailleurs de susciter beaucoup de surprises et qui n'est pas complètement compris, loin de là, puisque aujourd'hui on ne sait pas créer de la matière vivante à partir de la matière inerte. Et voilà, ces émergences-là, comme disait Teilhard de Chardin, qui a été un des premiers, je crois, dans le monde chrétien à prendre en compte cette idée de l'évolution, on a de grands passages. La cosmogénèse, comme il disait, la biogénèse, et puis l'esprit, la noogénèse, ces grands passages. Mais aujourd'hui, on peut, je crois, raisonnablement situer cette vision du monde chrétienne, si on peut dire, sur un appui d'évolution, oui. Alors, vous faites une différence entre les fonctions et l'être à propos dans ce comparatif entre l'homme et l'animal. Alors, est-ce qu'on peut vous suivre sur ce domaine-là d'un point de vue scientifique, ou est-ce qu'on est déjà aux marges d'une analyse scientifique ? Alors, de toute façon, on est toujours aux marges, je crois, d'une analyse scientifique. Il n'y a pas de neutralité dans tout cela, mais il y a plus ou moins d'objectivité et d'idéologie. Ce sont les traductions du darwinisme social qui, par exemple, vont poser d'énormes problèmes lorsqu'on va sélectionner la qualité, par exemple, des individus en fonction de telle ou telle spécificité et des humains de telle ou telle spécificité. Mais c'est pas Darwin, ça. C'est du darwinisme social, parfois très malencontreux. Reste des questions, cette fameuse question de l'émergence dont on parle, l'émergence du vivant, l'émergence d'une nouveauté. Cette question n'est pas scientifiquement complètement résolue, loin de là. On a dit tout à l'heure, il y a de la continuité et de la nouveauté à la fois, et en même temps, voilà que dans la complexification, une nouveauté radicale surgit. Alors, il y a en plus, scientifiquement parlant, une influence. La nouveauté n'est pas la somme d'éléments. C'est plus que la somme des constituants. Le tout
est plus que la somme des constituants, et le tout a une influence sur chaque partie, voyez, dans la complexification de la matière. Et ça, aujourd'hui, il y a une espèce de dynamisme évolutif et un principe d'organisation qui n'est pas complètement compris. Cette émergence, elle pose d'énormes questions. Car on voit bien que dans cette émergence, il y a à la fois de la matière au sens classique de ce terme, et puis il y a un dynamisme et un principe d'organisation qui est beaucoup plus difficile à définir. Alors, mathématiquement, ça va se traduire par des équations qu'on arrive à manier. Sur ce qui se passe, et pour comprendre complètement l'émergence de la nouveauté physique et de la nouveauté du vivant et de la nouveauté biologique et de la nouveauté du cerveau humain, par exemple, qui est un produit, on pourrait dire, biologiquement parlant, de cette grande évolution, reste d'énormes questions. Qu'est-ce qui reste du livre de la Genèse au regard de la théorie de l'évolution? Alors, si vous allez regarder de près le livre de la Genèse, qui souvent a été vu en effet tout à fait à l'opposé de cette vision, et notamment parce que l'argument qui est d'ailleurs continué d'être donné par le pape Jean-Paul II et par l'Église catholique, c'est de dire Dieu crée l'âme humaine immédiatement. Alors, du coup, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que le Dieu créateur. Et je pense que d'ailleurs peut-être on peut dire un des services que Darwin a rendu indirectement, puisque c'est un scientifique, mais à la théologie, c'est de nous faire creuser ce que nous mettons sous le Dieu créateur, et d'ailleurs de retrouver ce qu'un Thomas d'Aquin à son époque disait, qui n'est pas un Dieu interventionniste. La cause première ne se mêle pas aux effets qui sont de l'ordre justement de ceux que la science va analyser. C'est très intéressant de bien différencier la notion de création et puis ce que les théories de l'évolution peuvent nous dire, si on n'est pas situé au même plan. Darwin va en effet nous aider quelque part à retrouver cette différence fondamentale entre la notion de création et ce que les théories de l'évolution disent, et après de tenter d'articuler les deux. C'est ce que aujourd'hui les théologiens sont amenés à faire sur le Dieu créateur. Quand on regarde dans la Bible, il y a des liens très, très forts dans la Genèse entre l'homme et l'animal. Des liens très forts. Ils sont dans le premier texte le premier chapitre de la Genèse. On voit bien que Dieu crée aussi, bien sûr, tous les êtres vivants, et en particulier les animaux, évidemment avec une différence qui n'est pas une différence de degré, qui est une différence de nature, puisque l'image de Dieu, Dieu crée l'homme à l'image de Dieu. Et en même temps, c'est très intéressant. Dieu crée l'homme. Son projet, c'est Dieu crée l'homme à l'image de Dieu, comme sa ressemblance. Ça, c'est son projet. Et quand on va voir dans la réalisation qui se produit, il les crée, en effet, mâle et femelle. Voilà des termes qui ont une certaine forme d'animalité, on pourrait dire. Et puis, on ne retrouve plus tout de suite la ressemblance. C'est interpréter cela comme la ressemblance de Dieu. Ce sera tout le chemin de croissance, d'évolution justement de l'être humain qui en est aux enfances de l'humanité et qui va grandir au souffle de l'alliance avec Dieu pour devenir comme sa ressemblance. C'est très intéressant de voir qu'il y a dans ces lectures de la Bible que l'on fait maintenant cette idée que tout n'est pas figé, tout est donné et tout a à s'accomplir. Et que justement ce qui va faire que l'être humain va devenir pleinement lui-même, on dira dans la tradition chrétienne enfant de Dieu, c'est ses racines sont devant lui. Il vient du sol, il vient de l'humus, Adama, et puis il a à maîtriser son animalité et à devenir lui-même. Donc l'homme sort grandi de cette théorie, à vous entendre. Alors, dans cette vision d'un monde inachevé, dans cette vision d'une humanité qui se construit, qui est liée à l'animal, avec des différences. Là aussi, dans le deuxième texte, si vous voulez, deuxième chapitre de la Genèse, on voit que là aussi les animaux sont modelés par Dieu avec le sol, et puis que Dieu donne son haleine de vie à l'homme, qu'il lui présente. Il n'est pas bon que l'homme, mais au sens aussi bien mâle-femelle, il n'est pas bon que l'Adam soit seul. Il lui présente des animaux avec lesquels il y a une relation et qui sont aussi modelés, mais parmi les animaux, il ne va pas trouver l'homme son véritable vis-à-vis,
l'homme être de relation, on dit aujourd'hui, qui peut bien sûr avoir des relations avec le cosmos tout entier dont il est issu, biologiquement parlant, mais aussi avec les animaux, et on sait bien que les relations avec les animaux ont toujours aidé et construit l'homme, la plupart du temps. Parfois, ça a été des relations redoutables, mais il ne trouve pas son vis-à-vis. Et c'est cette fameuse histoire où Dieu va endormir l'Adam il va séparer et créer Isha, la femme en face de laquelle l'homme Ish va se mettre à exister, et ils vont toute l'aventure de l'humanité et d'arriver à un véritable vis-à-vis tout au long de cette histoire de l'humanité. Ils vont l'arriver des tas de choses. C'est l'humanité qui grandit, qui est dans son enfance et qui grandit. Donc cet aspect évolutif-là, non, je ne crois pas qu'il soit. Si on en conclut par contre que l'homme est un produit purement du hasard, comme j'ai pu le lire, bien sûr, dans le livre de Jacques Monod, quand j'étais jeune étudiant en maths sup, Jacques Monod, prix Nobel, fantastique, et je lisais ce livre, Le hasard et la nécessité. L'homme est arrivé par hasard dans cette grande histoire de l'univers et il en repartira de la même manière, et toute cette histoire n'a pas de sens. Alors là, évidemment, on est en grande opposition, hein. Mais je pense qu'on peut tout à fait aujourd'hui, et c'est un travail de recherche aussi, situer le Dieu créateur de la Bible et puis ce que l'histoire biblique nous dit sur fond de théorie de l'évolution, sans confondre les domaines, l'action de Dieu et lorsque Dieu donne une âme à l'homme, ne se confond pas avec la matérialité de son évolution. Jean-Claude Amezen, la contribution de la théologie dans vos travaux, est-ce qu'elle est positive, régressive ou inexistante? Alors ça dépend de quelle théologie vous parlez. Il y a certaines formes de théologie qui me paraissent des contributions importantes. À titre personnel, je m'explique. Je pense que la science ne dit rien sur les domaines qu'elle choisit pour des raisons opérationnelles de ne pas explorer. Il faut bien comprendre que la science décide comme méthode opératoire, et c'est tout ce qu'elle a fait pendant depuis des siècles, mais qui a atteint un niveau au XIXe siècle peut-être qu'elle n'avait pas jusque-là, a décidé comme méthode de travail de considérer que tout ce qui était de l'ordre de l'intention d'un projet ou d'une finalité n'était pas de l'ordre de son domaine. Darwin le disait de manière assez simple en disant si, en gros, l'idée de création est une explication à une démarche scientifique, pas une démarche spirituelle, eh bien la seule chose que nous puissions dire, c'est ainsi, parce que c'est ainsi que ça a été voulu. Et donc, en fait, la démarche scientifique, disait-il, s'arrête au moment même où elle va s'initier. Et donc, le fait d'avoir mis de côté l'idée de projet, non pas comme existant ou n'existant pas, mais comme pan de la réalité que la science va explorer, c'est révéler une démarche extraordinairement féconde dans la capacité d'expliquer le pan de la réalité avec lequel nous sommes en contact et de manipuler la réalité. Mais ça ne dit par définition rien de ce qui a, pour des raisons opérationnelles, été mis de côté. Donc je pense que la science ne dit rien d'un certain nombre de questions, et en particulier celle que vous évoquiez, qui est la question du sens. Nous donnons du sens à ce que nous comprenons ou connaissons. Ce n'est pas la description de la réalité qui lui donne son sens. Inversement, je pense que réduire de la théologie à des précis scientifiques, c'est les amoindrir de manière, c'est ne pas leur témoigner de respect. C'est-à-dire que je crois que ce sont des démarches. Je crois que la réalité, enfin, telle que nous pouvons rentrer en contact avec elle, est suffisamment riche pour que des approches complémentaires, scientifiques, spirituelles, religieuses, artistiques, puissent en fait se compléter et participer à l'émergence, ce que vous évoquiez, d'une plus grande richesse humaine, plutôt que de rentrer en compétition. Et l'un des dangers, je crois, quand ils rentrent en compétition, c'est-à-dire lorsque l'un veut envahir le champ de tous les autres, c'est qu'on bascule facilement d'une description à une prescription. Et les ravages du darwinisme social, de l'eugénisme, de la stérilisation forcée, du racisme, du darwinisme racial, sexiste, etc., sont venus du fait de penser qu'une théorie scientifique qui permettait de voir le monde de manière radicalement différente était non seulement une source de connaissance et de manipulation du monde, mais était source d'une prescription quant à nos conduites. Donc je crois que dès qu'une source de connaissance est directement transposée comme étant la source de toutes les conduites,
il y a un risque, en fait, D'accord. de dérive. C'est-à-dire, il y a un risque, au fond, de faire l'impasse sur ce que nous considérons, à tort ou à raison, hein, je pense, comme un propre de l'homme, c'est-à-dire cette capacité à essayer d'imaginer librement, individuellement et collectivement notre avenir. Donc je pense que tout ça, toutes ces approches peuvent et doivent coexister. Je trouve assez triste, si vous voulez, dans les débats qui ont lieu surtout dans d'autres pays, en particulier dans les pays anglo-saxons, entre créationnistes ou tenants du dessin intelligent et scientifiques, biologistes ou évolutionnistes, c'est que on a presque parfois un débat en miroir, un combat en miroir. Hein, c'est-à-dire que les textes sacrés sont convoqués pour expliquer scientifiquement le monde, et à l'inverse, la science est convoquée pour expliquer l'absence. Vous avez des livres récents, hein, un grand évolutionniste qui s'appelle Richard Dawkins, a écrit un livre que je trouve assez dérisoire, dans lequel il essaye de montrer que la démarche scientifique permet de prouver l'inexistence de Dieu et donc le caractère factice des religions. Et je pense que dans une image en miroir tout à fait caricaturale, au fond, il combat des adversaires en prenant les mêmes armes et les mêmes travers que ceux qu'il combat. Alors, Thierry Magnin, puis ensuite le père Guggenheim. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec cette distinction des domaines, c'est vital. Je voudrais revenir sur ces capacités de l'homme que l'on trouve déjà à titre de trace chez certains animaux et qui vont progressivement construire le davantage humain, si on peut dire. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant, et puis les neurosciences aujourd'hui, me semble-t-il, sont dans ce domaine-là, entre le rapport entre le cerveau et l'esprit, ça se cherche aussi, comme s'il y avait, on peut pas séparer les deux, comme si pas de cerveau sans esprit, pas d'esprit sans cerveau, si on peut dire, c'est tout un, c'est intimement lié. Je trouve que quand on regarde les principes unificateurs, par exemple, l'homme, on va dire, sa spécificité, c'est la conscience de soi, et une conscient qu'il est conscient. Je sais que je sais, ou encore plus profond d'ailleurs, je sais que je ne sais pas. Vous faites sourire votre voisin. Je sais que je ne sais pas. C'est spécificité, à mon avis, très, très forte. Son incomplétude aussi, la prise de conscience de son incomplétude. On va dire l'homme, c'est un être de relation aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation dans le monde animal, bien entendu, il ne faut pas le regarder de manière péjorative. En même temps, l'être de relation que nous sommes, que nous devenons, il n'y a pas de la biologie et puis ensuite on deviendrait un être de relation. C'est parce qu'on est un être de relation dès le début qu'on devient aussi humain, et c'est parce qu'on a des spécificités biologiques qu'on devient aussi humain. Il y a donc aujourd'hui, je crois, une prise de conscience que il n'y a pas que si on fait une lecture très purement matérialiste de l'évolution, matière égale chose, dans cette vision-là, il y a un problème là. Et je trouve très intéressant de voir comment aujourd'hui les physiciens, je ne sais pas ce qu'un biologiste pourrait dire, on ne décrive plus la matière inerte même comme une chose. Il y a des liens directs entre matière et esprit, non pas pour spiritualiser tout, c'est pas ça du tout, comme si c'était les deux facettes d'une même réalité. Alors ça, c'est évidemment infiniment discutable. Et je trouve que cette vision-là donne aussi à cette notion d'émergence et à cette notion de spécificité humaine un caractère particulier. Et du coup, le principe intégrateur, parce que c'est ça, il y a des émergences, et un homme, un humain, va pas intégrer le sens des relations de la même manière qu'un animal. Et c'est comme ça qu'il va se construire. Et du coup, on peut tout à fait imaginer que ces capacités ou ces fonctions sont d'un degré différent de l'animal, c'est simplement en termes de degrés, mais que la manière dont il les exerce fait advenir quelque chose qui est de l'ordre de la nature, qui est déjà présente dès le début. D'accord. Père Antoine Guggenheim. J'ai envie de proposer à nos savants scientifiques deux réflexions. La première porte sur comment l'humanité réagit quand apparaît dans le champ de la culture une théorie si nouvelle qu'on peut la qualifier de révolution sur la manière de voir le monde. Alors l'humanité est structurée par ses habitudes, par les raisonnements coutumiers, par tout ce qui est continu dans notre manière de faire, et toute nouveauté peut être saisie par certains comme une opposition à une manière de penser ancienne
et donc comme une remise en cause vis-à-vis de laquelle on va vouloir la rejeter, ou être apologétique en disant c'est nouveau, mais on le savait déjà. Je pense que quand une révolution survient, et le darwinisme en est une, la première honnêteté, c'est de dire on ne le savait pas. On ne le savait pas, et c'est intéressant de voir le réel dans une dimension qu'on ne connaissait pas encore et qui doit s'imposer à nous avec autant de force que ce qu'on connaissait déjà. Il faut enrichir son expérience de ce qu'on a acquis. Alors, au plan affectif, c'est toujours plus ou moins difficile. Ça demande de remettre en cause d'anciennes certitudes, de les vérifier, de voir comment elles se relient à d'autres certitudes plus profondes qu'on ne veut pas remettre en cause, parce qu'on les estime cette fois-ci essentielles. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que quelque chose comme le darwinisme ne nous est pas livré comme un objet pour l'apologétique. Par exemple, pour les croyants, va-t-elle aider à croire ou va-t-elle gêner à croire, ni pour la polémique, c'est-à-dire va-t-elle nous permettre de déboulonner les autres positions philosophiques ou religieuses ou pas, mais comme une vérité, comme un dévoilement qui a une certaine vérité. Alors une certaine vérité, parce qu'une théorie est toujours locale, est toujours partielle, est toujours momentanée, et est en attente de confirmation ou d'infirmation. Je crois que ça, c'est très général, et qu'il ne faut pas le négliger, parce que nous en avons besoin. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu chez nos deux savants, beaucoup de fois, cette idée même que dans l'évolution, ce dont je viens de faire la théorie était essentiel. C'est-à-dire que l'évolution elle-même, c'est un jeu subtil de continuité extrêmement forte, qui se marque dans la structure de la matière et dans la structure du vivant, et qui permet d'identifier comme un sceau la parenté originelle de l'ensemble du vivant et même de l'ensemble de la matière. Continuité extrêmement forte. Et nouveauté. Des nouveautés que nous apprécions plus ou moins objectivement et plus ou moins subjectivement, parce que nous-mêmes, nous sommes sur un certain rameau du corail de la vie, d'une certaine branche de l'arbre de la vie, et que ce qui nous caractérise nous paraît plus important, plus précieux, et nous voulons le défendre contre les menaces de barbarie à l'intérieur de l'humanité. La barbarie humaine prend souvent l'apparence d'une animalité. Alors nous aimons à nous distinguer des animaux au plan éthique, en disant, mais après tout, nous avons d'autres règles. Par exemple, le souci du faible est une manière pour nous de progresser. Alors qu'on peut penser que pour un troupeau d'antilopes, mettre le faible plus près du lion est une manière de progresser. Mais nous-mêmes, nous avons d'autres liens culturels entre nous qui font notre intérêt, notre joie de vivre et notre honneur d'être humain. Et donc, je suis très étonné de voir comment, pour l'être humain, si on cherche un propre, on peut nommer l'affectivité, on peut nommer le sens de la relation, le sens du patrimoine, le sens de l'histoire. Nous avons un sens de l'histoire très différent de l'ensemble des autres animaux. Pour nous, l'histoire est déterminante et la nature est seconde. Eh bien, tout cela suppose un rapport à la nouveauté extrêmement fort. Pour nous, continuité est très important, nouveauté est extrêmement important. Nous vivons beaucoup plus différemment de nos ancêtres il y a 2000 ans que les chats, les chimpanzés ou beaucoup de bactéries. Et pourtant, beaucoup de bactéries nous battent en capacité de se renouveler. Et nous avons des problèmes de pandémie grippale ou autre tous les ans, parce qu'il y a une capacité de renouvellement et de continuité qui nous trouble. Bref, nous sommes enracinés dans le vivant. Et si Darwin nous aide à cet émerveillement, je dis pourquoi bouder son plaisir? Et puis après, dans un deuxième temps, je réfléchis, si cette vérité est vraie, si ma foi est vraie, ça doit pouvoir, à condition de ne pas mal raisonner, ça doit pouvoir s'accorder, car la vérité ne contredit pas la vérité, mais elle peut faire grandir des parties que je n'avais pas comprises. Et moi, je pense le monde plus admirable aujourd'hui, plus digne de louange, malgré les duretés de ce qu'est le processus de l'évolution, mais dureté pour un homme du 19e siècle. Mais ces duretés de l'évolution sont peut-être pas si rédhibitoires que cela. Pas de sclérose, alors, pas de sclérose de croyants face à ces...
Oui, la Bible n'aime pas la sclérose. C'est sûr que la sclérose, c'est devenir un cœur de pierre. Et la Bible aime le cœur de chair. Donc cette capacité de vivre en recevant des informations qui sont plus ou moins agréables, mais au fond, l'important, c'est pas que ça plaise ou ça me plaise pas. C'est que ça est. Soit vrai ou faux, oui. Alors, qui veut rebondir sur ce que vient de dire le père Guggenheim? Oui, moi je Thierry veux Magnin. bien. Je crois en effet que Max Planck disait la science, elle sert au moins de décapant pour les représentations du monde que l'on peut avoir et que l'on peut avoir évidemment quand on est marqué aussi par une religion. Et nos représentations du monde dans une religion, elles peuvent être très loin des textes originaux. Et en ce sens-là, le Dieu créateur, interventionniste, qui tourne les bons boulons au bon moment pour que tout aille bien dans le bon sens, je pense que c'est encore quelque chose qui est souvent dans nos têtes. On fait souvent de Dieu une explication, et voilà que la science s'explique à sa manière, et que du coup, le Dieu explicatif va reculer. Tu as cité Thomas d'Aquin tout à l'heure. Cet homme est capable de dire, pour la science, le monde s'explique sans Dieu. Eh bien, il est bien qu'il en soit ainsi. C'est la tâche de la science de pouvoir expliquer le monde dans son autonomie. Et Dieu est tel que la science permet de l'expliquer sans faire intervenir Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Somme de théologie. C'est extrêmement intéressant de voir que Thomas d'Aquin, déjà au XIIIe siècle, c'est comme ça. Et il faut bien reconnaître qu'on a beaucoup oublié cette manière de voir. Je trouve en ce sens-là qu'un Teilhard de Chardin, à partir des idées de l'évolution et disant... Dieu fait le monde se faire, il fabrique moins qu'il ne donne les conditions pour que les choses se fassent, selon les lois de la physique, de la chimie et de la biologie, me paraît être une vision qui, à son temps, au début, on peut dire, du XXe siècle, était encore pas si facilement admise, y compris dans le monde chrétien. Et je trouve en ce sens-là que on progresse aussi. C'est pas en effet la science qui nous parle de Dieu, c'est pas son objet. Elle nous parle de l'homme et des représentations du monde. Et là, ça invite à aller retrouver finalement les sources. Et ce n'est pas la moindre des mérites. Oui, je crois qu'il y a. Oui, je crois qu'il y a quelque chose il y a quelque chose dans le processus scientifique, ce que vous disiez, qui rend d'une certaine façon le monde merveilleux, parce que il permet, au fur et à mesure que la science progresse, on parlait de nouveauté, de découvrir la nouveauté du monde. Et ce qui est tout à fait étonnant dans la théorie darwinienne, mais ça a été vrai dans la physique, c'est de découvrir au fond qu'hier n'était pas comme on se l'imaginait. Et d'une certaine façon, hier, dans la science du vivant et dans la science physique, avait un côté un peu monotone, puisque hier, c'était la même chose qu'aujourd'hui depuis le début. Et ce que la révolution darwinienne et la révolution du Big Bang a apporté, c'est qu'hier est différent d'avant-hier et qu'avant-hier est différent d'avant-avant-hier. Et que si un certain nombre de lois et de forces qui sont à l'œuvre dans le monde sont constantes depuis un certain temps, ce qui en physique se pose d'ailleurs comme question. Est-ce que ces lois ont elles-mêmes évolué, ces forces de la nature, ou est-ce qu'elles sont les mêmes depuis le début? Ça veut dire qu'au fond, le monde est infiniment à découvrir. Et ce qui est tout à fait fascinant dans la vision darwinienne, c'est que ça ne révèle pas le passé. Le passé est disparu. Vous disiez le corail de la vie. Darwin, quand il découvre sa théorie, il dessine un arbre dans ses carnets secrets, et puis il dit non, on ne devrait pas appeler ça un arbre, on devrait l'appeler le corail de la vie, parce que la base des branches est morte. Et en fait, c'est un arbre. Aujourd'hui, on dit un buisson, là encore, parce que l'être humain est une des émergences, quelle que soit la valeur qu'on lui accorde, mais une des émergences par rapport à l'ensemble des êtres vivants qui émergent dans le présent, des espèces vivantes qui émergent dans le présent. L'ensemble de ce qu'on appelle l'arbre ou le buisson est fait d'absence. La seule chose qui persiste, c'est la surface. Et donc, ce qu'on appelle le buisson de l'évolution, c'est une reconstruction à partir de quelques indices qui sont les fossiles qui ont été laissés, et puis des liens de parenté qui existent entre les contemporains. Et donc, il y a ce côté tout à fait fascinant que, au fond, le passé apparaît comme nouveau. On découvre un passé nouveau. C'est pas simplement qu'on découvre un présent nouveau, mais c'est que le passé, l'exploration, le voyage dans le temps est source perpétuelle de nouveautés. Vous savez que ce buisson d'évolution est constamment affiné, reconstruit, parce que chaque fois qu'il y a une découverte d'un indice particulier, eh bien, la forme des branches change. Donc, c'est un buisson qui lui-même évolue. Un historien me disait, je crois que je le cite dans le livre,
que sa discipline, l'histoire, c'était en fait de savoir à chaque moment qu'on ne sait pas de quoi hier sera fait. Et quand l'histoire est rentrée dans la science, quand l'histoire est devenue une dimension de la science, et ça c'est la révolution darwinienne, maintenant c'est l'ensemble des sciences de l'univers et du vivant, eh bien ça veut dire que d'un seul coup, on ne savait plus ce que hier deviendrait demain. Et donc je crois qu'il y a cet émerveillement, il y a un monde qui nous apparaît à la fois différent. Alors il y a l'humilité de la science. C'est-à-dire que la force de la science, c'est de se remettre perpétuellement en question. Et comme le disait le physicien David Gross, c'est de révéler, d'expliquer l'ignorance d'hier, mais de révéler l'ignorance d'aujourd'hui. Je trouve que le fait, moi qui le vois de loin, que la physique d'aujourd'hui, son grand progrès, c'est d'avoir soudain découvert que 80% de la matière qui constitue l'univers est composée d'une matière que nous ne connaissons pas, c'est quand même tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire se confronter à l'inconnu, c'est se confronter aux découvertes d'après-demain. Et donc on est perpétuellement, non seulement dans la découverte de quelque chose de plus beau, ou de plus original, ou de plus nouveau que l'on croyait, mais on est perpétuellement devant de nouvelles questions. Jean-Claude Amezen, au cœur de la théorie de l'évolution, il y a le temps qui passe. Eh bien, le temps de cette émission est en train de douloureusement passer trop vite parce qu'on voudrait rester à vous écouter encore longtemps. Je crois qu'il nous reste à peu près une petite minute. Thierry Magnin. Je dirais aussi ce qu'il y a devant, c'est ça qui est intéressant. Nos racines humaines sont peut-être plus devant nous que derrière nous. C'est un mystique, par exemple, comme Maurice Zindel, qui le dit, connaissant lui-même très bien les sciences. Il dit « L'homme est un animal qui va naître à son humanité. Et pour sortir de son moi préfabriqué, c'est son terme pour parler de l'homme biologique, je dirais, il faut qu'il puisse faire une rencontre qui le fasse passer du moi préfabriqué au moi oblatif, comme il dit, c'est-à-dire à celui qui se donne. Et je crois que c'est une belle vision, c'est-à-dire que nous sommes portés à devenir ce que nous sommes au plus profond, et en particulier en expérimentant les relations, le don qui nous fait advenir à nous-mêmes. Et ça, je trouve que cette vision évolutive qui est ici donnée devrait nous faire réfléchir sur l'être n'est pas définitif, il est en devenir, et sans doute que ça redonnerait beaucoup de joie à beaucoup. Je crois que vous aurez, avec ce que vous venez de dire, le mot de la fin. Je rappelle le livre de Jean-Claude Amezen, Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde, aux éditions Fayard-Seuil. Et il me reste exactement 10 secondes pour vous annoncer le thème de la semaine prochaine avec ma chère consoeur Catherine Escrive. Il sera question de la prison et après. Très bonne fin de soirée. Au revoir et merci à nos invités.